Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Ce matin, nous allons parler de Smart Lighting et donc de l'usage de lumière connectée au sein du bâtiment. Je vous remercie d'être aussi nombreux avec nous. Le Moniteur formation, vous le savez sans doute, c'est 5000 stagiaires formés chaque année. 250 programmes de formation et 1000 sessions minimum organisées chaque année également, bien évidemment en présentiel, mais aussi, contexte oblige, en distanciel. Donc voilà, et sur des thématiques variées telles que la réglementation de la construction, la performance énergétique, l'immobilier, l'urbanisme, le logement social. Et donc voilà, nous vous invitons à télécharger notre catalogue 100% numérique pour découvrir cette offre opulente. Donc nous accueillons ce matin Cédric Studer, qui est dirigeant de CFE Éclairage et qui anime en collaboration avec le Moniteur une formation sur le Smart Lighting, justement, dont la prochaine session se déroule au mois d'avril. Et il va ce matin nous accompagner à travers les grands points qu'il aborde derrière cette formation. C'est un expert de l'éclairage, il évolue dans le monde de la lumière depuis plus de 15 ans. Il a également dirigé un bureau d'études et aujourd'hui, il travaille sur l'importation et la normalisation de produits LED. Donc, je vais lui laisser la parole en vous souhaitant à tous un très bon webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions qui seront relayées en fin d'intervention via le petit menu questions que vous devez avoir à droite de votre écran. Merci à tous, bon webinaire et à tout à l'heure. Je vous laisse la parole, Cédric. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Cédric Studer, société CFE Éclairage. Alors juste un tout petit correctif par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors je me suis occupé d'un bureau d'études et également d'importation, de mise au point de produits LED avec l'Asie. Mais aujourd'hui, mon activité est intégralement dirigée vers la formation. J'ai créé donc cet organisme de formation CFE Éclairage il y a 5 ans et aujourd'hui donc nous sommes en fait un organisme de formation spécialisé dans la formation en éclairage auprès des professionnels. On va toucher toute la chaîne de valeur de l'éclairage depuis le concepteur lumière jusqu'à l'installateur en passant par les collectivités, les archis, les BE, les distributeurs et les fabricants bien évidemment. Nous sommes un organisme indépendant d'ailleurs de tout fabricant. On délivre de la matière grise, de la connaissance, de l'information et de la formation pure. On n'est rattaché à aucun fabricant par rapport à ça. On propose des formations, alors essentiellement à présentiel avant la crise du Covid et puis crise sanitaire oblige, on a été contraint forcé de s'adapter sur le distanciel. On a 2 salles équipées avec des TNI, des tableaux numériques interactifs comme celui que vous voyez derrière moi. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'avoir des formations les plus dynamiques, les plus interactives possibles en digital, avec la possibilité pour le stagiaire de se connecter sur le TNI et de créer vraiment une interaction qui permet de rendre la formation la plus vivante possible. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'animer des formations à distance, mais bon, on se fait à tout. Et on est évidemment certifié au niveau des processus Datadoc et Calliope au niveau de la démarche qualité de nos formations. Au niveau de nos clients, voilà, quelques références très rapides. On travaille avec des gros groupes comme Sonepar, Rexel, des concepteurs lumière, des fabricants, des architectes, des bureaux d'études. Encore une fois, tous les acteurs qui ont à cœur de mettre en avant l'éclairage. Et aujourd'hui, ce qui va venir nous intéresser, c'est le concept de smart lighting. Alors le smart lighting, ce qui est intéressant avec ce concept-ci, c'est que c'est un terme, un anglicisme énormément galvaudé, énormément utilisé. Aujourd'hui, on voit les fabricants veulent du smart lighting, les clients veulent du smart lighting. Il n'y a pas une publication des revues dans l'éclairage aujourd'hui qui ne font pas un focus sur le smart lighting, mais le smart lighting en tant que tel, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va venir définir dans un tout premier temps. Parce qu'en fait, derrière cet anglicisme, en fait, on va se rendre compte, un peu fourre-tout, on va se rendre compte qu'il y a 3 dimensions du smart lighting et c'est intéressant, important d'en avoir conscience. La première dimension du smart lighting, c'est la traduction du terme en français, c'est ce que l'on appelle l'éclairage intelligent.
un éclairage est considéré comme étant intelligent à partir du moment où il va lui-même adapter son flux lumineux en fonction de son environnement extérieur. En gros, un hublot avec un capteur de présence, c'est considéré comme un éclairage intelligent. Donc, première dimension du smart lighting, l'éclairage intelligent. Deuxième dimension du smart lighting, l'éclairage connecté. C'est-à-dire qu'on a des luminaires qui sont connectés, raccordés sur un réseau d'informations et ils sont en capacité d'échanger de l'information en fonction de l'environnement et même de véhiculer de la data. Là, on est dans une dimension de l'éclairage connecté où on va retrouver différents types de protocoles filaires ou radiofréquences de type LoRa, Kazambi, Zigbee, DALI, DMX. On aura l'occasion au cours de ce webinaire de venir aborder ces différents protocoles de manière extrêmement sommaire. Mais là, on est dans la dimension de l'éclairage connecté. Et enfin, troisième dimension du smart lighting, c'est l'éclairage connectant. C'est-à-dire que là, la lumière va nous permettre de pouvoir récupérer de l'information, de pouvoir envoyer des requêtes sur Internet, de pouvoir recevoir et d'envoyer de la data via le cône de lumière. Et quand on parle d'éclairage connectant, on parle forcément de la technologie Wi-Fi. J'aurai l'occasion évidemment de faire un petit focus sur le Wi-Fi durant ce webinaire-là, mais c'est une composante essentielle du smart lighting de demain, dans le sens où l'éclairage connectant participe à la transition digitale de l'éclairage. Et on va voir qu'aujourd'hui, les métiers de l'éclairage, les compétences de l'éclairage sont en train de bouger. On a besoin d'évoluer dans nos pratiques, dans nos mises en œuvre et également dans l'installation, dans l'intégration de l'éclairage. Aujourd'hui, quand on installe un luminaire, on vient juste raccorder le circuit de puissance, la phase, le neutre et la terre éventuellement. Demain, il va falloir intégrer les luminaires non seulement au niveau de la puissance, mais également au niveau de la data. Et vous allez voir que pour cela, aujourd'hui, on est en train d'investiguer des pistes relativement intéressantes. Je vous présenterai des exemples de socle PoE, le Power over Ethernet, le fait de venir raccorder un luminaire avec un câble RJ45 et de ce fait alimenter le luminaire en termes de puissance, mais également en termes de données. Mais quand on parle d'éclairage connectant, on parle principalement de la technologie Wi-Fi. Donc là, vous voyez, vraiment dans une première approche très globale, évidemment, mais le smart lighting, c'est important de définir ces trois dimensions du smart lighting. L'éclairage intelligent, l'éclairage connecté et l'éclairage connectant. On peut avoir un éclairage intelligent qui ne soit pas connecté. On peut avoir un éclairage connecté qui ne soit pas intelligent. C'est plus compliqué d'avoir un éclairage connectant qui ne soit pas connecté, évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'éclairage, quand les gens ils ont dit smart lighting, on a l'impression qu'ils ont tout dit et personne n'y comprend trop rien. Nous, des fois, on a des demandes de fabricants qui nous disent, mais voilà, on aimerait faire du smart lighting, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que vous allez voir que ce n'est pas la question du comment on doit faire le smart lighting, comment on doit intégrer le smart lighting, c'est la question du pourquoi qui va véritablement nous intéresser. On appelle la quête du sens. Et on va distinguer au niveau du smart lighting, pareil, deux niveaux. Le niveau du comment est-ce que je vais réaliser mon éclairage en smart lighting, quels sont par exemple les protocoles, les techniques que je vais mettre en œuvre. Ça, aujourd'hui, la question du comment, on les a. On les a, les protocoles. On l'a, la technologie. Elle est en train d'évoluer. Il y a certains points qui sont perfectibles, d'accord, mais la technologie, on l'a. La bonne question qu'il faut se poser en premier lieu quand on souhaite, par exemple, dans un bâtiment, ou alors, comme c'est le cas également dans l'éclairage public, venir intégrer du smart lighting, ce n'est pas la question du comment, parce que la question du comment, on les a les réponses. C'est véritablement la question du pourquoi. Quel est le sens? Quel est, et là ce sont deux mots extrêmement importants, quel est l'usage et quel est le service que mon luminaire va venir apporter dans mon intégration? Aujourd'hui, le smart lighting doit exclusivement se penser en termes d'usage et service. On dépasse la dimension initiale de l'éclairage qui est d'apporter de la lumière sur des surfaces pour qu'on y voie clair. On vient avec le smart lighting apporter des usages et des services.
Au niveau un petit peu de l'analogie, je vais prendre une analogie par exemple avec le téléphone portable. Vos téléphones portables, aujourd'hui, ils vous sont rendus quasi indispensables parce que justement, il y a des applications, il y a des services, il y a des usages qui ont été développés. Si aujourd'hui, au niveau de vos téléphones portables, vous retirez les services et applications, votre téléphone portable ne sert strictement plus à rien. Si, vous avez la portabilité, on peut vous joindre à n'importe quel endroit, mais sinon, il n'y a aucun intérêt d'avoir aujourd'hui un smartphone. Un téléphone portable tout seul suffirait largement. C'est vraiment l'application, l'usage qui a permis de développer la téléphonie mobile et les smartphones pour les applications, les réseaux sociaux ou autres, qui ont permis, à tort ou à raison, de faire que ces téléphones portables étaient maintenant quasiment indispensables pour nous. Et ben, au niveau de l'éclairage, c'est la même chose. Si on n'arrive pas à donner du sens, à définir un usage derrière le terme de smart lighting, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il faut véritablement que derrière, l'usager, le client final, il ait la sensation, le sentiment que oui, l'éclairage vient lui apporter un bénéfice, un usage complémentaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans l'éclairage, eh ben, on cherche vraiment quels sont les usages, quels sont les services qu'on va pouvoir apporter. Alors aujourd'hui, on en est à des services relativement classiques qui vont être, on va en parler, bon, l'économie d'énergie, évidemment, mais ça, on ne va pas s'appesantir là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt bien maîtrisé. Mais on commence à prendre en compte l'apport d'éclairage naturel. On va venir parler également d'éclairage circadien, donc le human-centric lighting qui permet d'apporter une lumière qui, d'un point de vue photobiologique, soit favorable pour les personnes qui sont éclairées. On va voir qu'on commence à apporter du contenu et du contenant avec l'éclairage, mais on en est vraiment aujourd'hui, on est au début de ce qu'on appelle la transition digitale de l'éclairage. Et il y a encore énormément de choses qui sont à construire, qui sont à penser. Je reprends l'analogie du téléphone portable. C'est aujourd'hui, si vous me demandez, mais quels vont être les usages de demain au niveau de l'éclairage, c'est comme si vous m'aviez posé les questions au début des années 90, milieu des années 90, quand le téléphone portable venait apparaître. Et puis je vous aurais répondu, vous allez voir, d'ici 10-15 ans, l'écran sera tactile et puis il y aura des trucs qui vont s'appeler Facebook, Twitter, Instagram, et puis ça va révolutionner le monde social. Je serais peut-être passé pour un fou, mais en tout cas, c'était pas possible d'anticiper les usages qu'on va en faire. Ça vraiment, ces usages-là, c'est une notion essentielle, mais ils sont aujourd'hui à construire au niveau de l'éclairage. La technique, on l'a. Le comment, on l'a. Et on sait qu'on peut l'améliorer, on sait que c'est fiable. C'est le pourquoi, aujourd'hui, qui fait défaut pas qui fait défaut, c'est la question du pourquoi qu'on doit se poser au niveau du smart lighting. Alors évidemment, le smart lighting, ça induit nécessairement une rupture technologique, voilà, avec une technologie qui est apparue maintenant depuis une quinzaine d'années, qui est la technologie de la source LED. In fine, il ne restera de toute manière, quel que soit le domaine de compétence de l'éclairage, que de l'éclairage LED en termes de source. Éclairage public, intérieur, scénique, la LED va tout remplacer. Et c'est vrai que cette technologie se prête particulièrement bien au développement des usages, des applications de smart lighting. Et on va voir ensemble au cours de ce webinaire que c'est véritablement une caractéristique de la source LED qui a permis de venir développer, par exemple, la technologie LiFi. Donc c'est vrai que le développement technologique de la LED, ça a été la première pierre, le premier pas vers la possibilité de se dire oui, on peut avoir un éclairage connecté, connectant, intelligent, qui va peut-être, sans doute d'ailleurs, apporter des usages et des services dans le futur, voilà, dans le futur proche. Transition digitale de l'éclairage, j'en parlerai encore une fois un petit peu tout à l'heure avec la technologie LiFi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir de l'information en tout point d'un bâtiment, en tout point d'une rue, et l'éclairage devient un média, devient un vecteur de transmission de l'information. Évidemment, je le disais en propos introductif, à partir du moment où l'éclairage devient un vecteur de transmission de l'information, il est également nécessaire d'anticiper et de penser son intégration avec le développement, ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'éclairage a une partie prenante dans l'intégration, par exemple dans la construction d'un bâtiment. Il va falloir penser les réseaux d'information également pour l'éclairage. Et on va voir ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au travers des différents protocoles qui existent aujourd'hui dans l'éclairage,
il y a des passerelles qui permettent véritablement d'intégrer l'éclairage dans des protocoles qui sont initialement destinés au bâtiment. Je pense notamment au protocole KNX, dont on va un tout petit peu parler tout à l'heure, mais les protocoles de l'éclairage, type DALI, s'intègrent parfaitement bien au niveau de ce protocole-là, et il faut juste anticiper l'intégration de ces schémas de l'information. Création d'usage et de services, oui, ça, je vous en ai parlé à l'instant, c'est vraiment le nœud, c'est le cœur du problème, c'est sans définition des usages et des services, ça va être compliqué de faire vivre ce qu'on appelle le smart lighting. Et puis, évidemment, c'est une composante, le smart lighting, c'est une composante complète ce qu'on appelle le smart building ou le bâtiment intelligent. Ça rentre pleinement dans cette philosophie-là, le fait d'avoir une interconnexion entre les différents IoT, donc Internet of Things, les objets connectés, l'éclairage. On l'a vu dans la première dimension du smart lighting, est un élément qui peut être connecté au réseau Internet. Et à ce titre-là, le smart lighting, on peut considérer dans le smart lighting l'éclairage comme des IoT. Et aujourd'hui, il y a des éclairages qui sont considérés comme des IoT parce qu'ils sont raccordés sur le réseau Internet. On peut même faire de l'adressage, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour le moment évidemment, en IPv6 de luminaire. Et ça ouvre un champ des possibles relativement important. Encore une fois, c'est vraiment pas on a peut-être presque trop de choix technologiques. On a un champ des possibles qui est beaucoup trop large et on a tellement de possibilités qu'on en est presque perdu. Mais voilà. Au niveau économie d'énergie, confort et bien-être, évidemment, là on est sur des applications plus classiques, mais malgré tout, qui aujourd'hui se justifient et qui sont vecteurs, porteurs de sens. Fonction du smart lighting. Donc le smart lighting, il doit permettre d'adapter le flux lumineux, l'éclairage au niveau du flux de passage des personnes. On en a parlé. Là, on retourne à la première dimension du smart lighting, qui est la dimension donc de l'intelligence, savoir le fait d'adapter son flux lumineux par rapport à l'environnement extérieur. Ça passe par l'intégration de capteurs, mais quand on parle s'adapter au flux de personnes, ça va être autant en termes de flux lumineux que de colorimétrie, par exemple, en fonction de l'heure de la journée. Et là, on bascule directement sur la notion d'éclairage circadien. C'est la prise en compte de l'apport de lumière du jour. Dans l'ARE de 2020, il est clairement stipulé que oui, si on a par exemple un plateau de bureau qui bénéficie d'un apport d'éclairage naturel excessivement important ou important au cours de la journée, il est important de pouvoir venir moduler l'apport de l'éclairage artificiel en fonction de l'apport de l'éclairage naturel. C'est pas normal aujourd'hui qu'un plateau de bureau éclairé par une verrière ait l'éclairage qui brûle à 100% du flux lumineux, qu'il soit 7h30 du matin ou qu'il soit midi, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver. Aujourd'hui, là, c'est pas normal et c'est vrai qu'on doit prendre en considération, aujourd'hui, techniquement, on peut le faire, l'apport d'éclairage naturel dans la variation du flux lumineux de l'éclairage artificiel. Donc, ça induit une meilleure gestion de l'éclairage et puis, évidemment, des économies d'énergie en plus. Réduire la consommation d'énergie et puis assurer un confort visuel plus optimal. Là, on va venir parler donc de HCL, de Human Centric Lighting, que je vais aborder tout de suite. Voilà. Meilleure prise en compte des besoins de l'éclairage. Et en fait, très rapidement, l'éclairage HCL, ou alors l'éclairage, pour le faire en français, c'est vrai qu'on a tendance à tout angliciser aujourd'hui, quels que soient les domaines. L'éclairage HCL, on l'appelle également sous la définition d'éclairage circadien. C'est-à-dire que au cours de la journée, l'intensité du soleil et la température de couleur du soleil est variable. Il n'y a pas la même qualité de lumière que ce soit le matin, le midi ou le soir dehors. Et puis on s'est rendu compte au niveau des recherches que nous, on a une horloge interne qui est synchronisée par les signaux lumineux contenus dans cette lumière naturelle. Le propos de l'éclairage circadien, c'est venir reproduire avec la lumière artificielle, la lumière naturelle aux différentes heures de la journée. Et ça, c'est véritablement une composante extrêmement intéressante dans le smart lighting, le fait de pouvoir justement apporter un éclairage qui est centralisé sur le bien-être et la santé des personnes éclairées. Et ça, l'éclairage circadien,
c'est quelque chose qui est abordé évidemment lors de la formation. Tous les points que je vous présente sont des points qui sont abordés lors de la formation. C'est vrai que l'éclairage, c'est très bien. On en parle un petit peu, on fait un focus particulier dessus parce qu'il y a un véritable gain. Enfin, aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu de recul par rapport à ces installations-là, par rapport à ces éclairages-là. Alors, on va voir pareil, hein, dès qu'il y a une technologie qui peut faire de l'argent, il y a beaucoup de gens qui s'en emparent et malheureusement, aujourd'hui, on voit sur le marché kyrielle de luminaires dits HCL qui finalement ne sont que des luminaires faisant du tunable white, à savoir de la variation de température de couleur des blancs. Ça, c'est pas du HCL. Il faut vraiment considérer dedans la composition spectrale de la source. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste au niveau du smart lighting, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a également la possibilité d'intégrer la notion de santé, de bien-être dans cette composante de smart lighting. Et véritablement, c'est porteur pour le coup de sens et d'usage au niveau de l'usager final. Les différents protocoles qui existent au niveau du smart lighting. Alors là, c'est une liste qui se veut pas forcément exhaustive. Hein. Hop là, pardon, c'est bon, c'est revenu. J'ai eu une coupure. Au niveau des réseaux filaires, on va avoir des réseaux, du moins des protocoles de type 1 volt, DALI, DMX, CPL, courant porteur en ligne, PoE, que je vais vous présenter. On a également la possibilité d'avoir des réseaux, la gestion des luminaires par des réseaux sans fil, Bluetooth, Zigbee, LoRa, Kazambi. Là, pareil, le propos là, du webinaire, c'est pas du tout de rentrer dans le détail de ces protocoles. Et pareil, à la question, mais c'est quoi le bon protocole? Il n'y a pas de bon protocole. Il y a un usage et en fonction de l'usage, il y a un protocole. Il y a une installation, une typologie d'installation. En fonction de cette installation, il y a un protocole. Il y a un déploiement réseau. En fonction de l'architecture réseau, il y a un protocole. On a une succession de protocoles. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils ont juste des caractéristiques qui font que l'usage va définir le protocole. Et l'erreur, c'est de prendre le protocole et de se dire, ah ben tiens, je vais définir un usage. Non, c'est vraiment l'usage, le service qui prime sur la technologie. Encore une fois, la technologie, elle est là. Vous voyez, et encore, je ne les ai pas tous cités, on a quand même la possibilité de faire du contrôle, du pilotage de smart lighting sur les luminaires. Ce n'est pas les protocoles qui font défaut. La question, c'est, très bien, au vu de ce que je veux réaliser, au vu de ce que je peux réaliser, quel va être le protocole le mieux adapté? Et par contre, il y a une notion relativement importante qui est à prendre en compte. Ça va être dans ces protocoles qui sont des protocoles ouverts, la notion d'interopérabilité et de compatibilité. Le piège, c'est de se retrouver, j'ai envie de dire, pieds et poings liés avec, par exemple, un fabricant qui va vous proposer un protocole propriétaire qui ne sera pas ouvert sur d'autres protocoles. Nous, dans le smart lighting, dans l'éclairage en règle générale, on considère qu'il faut systématiquement favoriser des protocoles ouverts au détriment de protocoles fermés, parce que le protocole ouvert vous permettra de vous intégrer dans d'autres protocoles. Alors, regardez, je vais vous donner un exemple très bête. Le protocole DALI, c'est un protocole qui a été de pilotage de l'éclairage, c'est un protocole métier qui a été spécifiquement développé pour l'éclairage. Mais ce protocole-là, parce que c'est un protocole universel, il vient parfaitement s'intégrer, par exemple, via des passerelles, dans un environnement KNX. Si vous avez la gestion technique du bâtiment qui est gérée par un protocole KNX, il n'y a aucun problème pour intégrer dans cette architecture réseau un protocole DALI qui, lui, sera spécifiquement dédié à la gestion et au pilotage des luminaires. Donc, c'est ça l'intérêt du protocole ouvert, c'est que je vais pouvoir créer comme ça, et puis une multitude de passerelles entre différents univers pour m'assurer une interopérabilité, une compatibilité qui soit la plus large possible et qui va faire que je ne vais pas être tributaire d'un fabricant et limité par un protocole fermé. Ça, c'est véritablement quelque chose de très important. Le Li-Fi, pour terminer, parce que je vous en ai un petit peu parlé. Donc là, on rentre dans la lumière connectée et connectante. Alors, qu'est-ce que c'est que le Li-Fi? Le Li-Fi, c'est pour Light Fidelity. Wi-Fi, c'est Wireless Fidelity, la connexion sans fil. Li-Fi, c'est Light Fidelity, la connexion par Internet. C'est un système dit VLC, Visible Light Communication, une transmission de l'information par le spectre visible, comme la fibre. La fibre optique, c'est un VFC, un Visible Light Communication.
Et puis, ce système d'information, de transmission de l'information, la technologie Wi-Fi se base en fait sur une propriété, sur une caractéristique que va avoir la LED. Alors là, je le fais extrêmement volontairement vulgarisé. C'est une sorte de morse optique à très très haute fréquence qui va me permettre d'envoyer, de recevoir de l'information via le cône de lumière. Ça, c'est le Wi-Fi, l'éclairage connecté connectant qui me permet de recevoir des mails, de recevoir peut-être dans un bâtiment de l'information géocontextualisée. Ça permet, c'est la seule technologie qui permet de faire de la géolocalisation en indoor avec une précision inférieure à 10 cm. Donc derrière, on peut imaginer beaucoup de choses. Et c'est important de considérer le Wi-Fi, vous voyez la dernière ligne, Wi-Fi as services, le Wi-Fi en tant que service. Le Wi-Fi n'est pas une fin en soi, le smart lighting en règle générale n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen technique qui doit être pensé par rapport à un usage final. Voilà. Le Wi-Fi, c'est le fait de pouvoir se mettre dans le cône de lumière et recevoir, envoyer de l'information au travers du spectre visible. Pareil, ça, ce sont des éléments qui seront abordés et développés lors de la formation sur le smart lighting. Alors, juste deux petites secondes là-dessus, ça me semblait intéressant de vous montrer un petit peu dans la prospective de l'éclairage, comment est-ce que finalement la technologie s'adapte par rapport aux usages. Le Wi-Fi, je vous disais que c'est la possibilité de recevoir et d'envoyer de l'information via le spectre lumineux. Ça veut dire, si je veux recevoir et envoyer un mail par mon projecteur, ça veut dire à la base que ce projecteur il est connecté au réseau Internet. Donc, pour connecter aujourd'hui un projecteur à un réseau Internet, on va se servir d'un câble RJ45, c'est votre câble RJ classique, et du coup, aujourd'hui, dans l'éclairage, on se rend compte qu'il y a certains fabricants qui commencent à intégrer des fiches, des socles RJ45. Alors, je ne sais pas si vous le voyez au niveau de la petite photo du slide. Au niveau du corps de spot, on a un socle RJ45 qui va me permettre de faire deux choses. Je vais venir connecter mon projecteur LED au niveau du réseau Internet, mais grâce au protocole PoE, Power over Ethernet, je suis en capacité, aujourd'hui, avec le PoE par contre plus de chez Cisco, je peux venir alimenter un projecteur LED de 64 watts. 64 watts. 64 watts pour un projecteur d'éclairage intérieur, pour un luminaire d'éclairage intérieur en LED, c'est énorme. Donc, en fait, ces technologies-là, le PoE, on considère dans l'éclairage que c'est très clairement une technologie d'avenir parce qu'avec un câble RJ45, non seulement on va pouvoir apporter le réseau de data, mais on va également pouvoir apporter le réseau de puissance. En un clic, on vient raccorder notre luminaire et on vient lui apporter la donnée. Tout ça pour vous montrer que voilà, la technique, elle existe. La technique, elle existe, elle est là. Après, voilà, c'est toujours une question d'usage qui va venir se poser. En conclusion, sur ce, voilà, sur ce petit vraiment court webinaire de présentation sur le smart lighting, et après je suis à votre disposition évidemment pour répondre à vos questions. Vous aurez compris que le smart lighting, ça va au-delà de cet anglicisme aujourd'hui un petit peu galvaudé. En tout cas, c'est une rupture technologique dans le sens où on dépasse la fonction première de l'éclairage qui est d'apporter une quantité de lumineuse sur une surface. Là, on va venir penser l'éclairage en termes d'usage et de services complémentaires. C'est également le début, on est vraiment aux prémices de la transition digitale de l'éclairage, on l'a vu par rapport au Wi-Fi, et le fait de pouvoir apporter de la connectivité via la lumière. Les applications, j'ai malheureusement pas le temps ici de les lister complètement, mais par exemple dans tout ce qui est collège, lycée, avec la transition 4.0, eh ben, aujourd'hui, il y a des réalisations alors c'est dans le Val-de-Loire, il me semble, de lycées qui sont équipés de la technologie Wi-Fi qui permet aux élèves de recevoir de l'information via le spectre lumineux sans être traversés par des ondes radio. Parce que ça, c'est également un argumentaire extrêmement fort, savoir l'aspect sanitaire. Aujourd'hui, le Wi-Fi, le Bluetooth, tous les protocoles d'ondes radio, ils émettent une onde qui va venir traverser notre corps, le cœur, les poumons, le foie. Et d'un point de vue sanitaire, on n'est pas certain que ce soit tout à fait anodin.
il y a une vraie valeur ajoutée qui se rajoute sur l'éclairage. Aujourd'hui, l'éclairage, c'est un véritable levier pour pouvoir valoriser son bâtiment, sa conception. Et par contre, ça nécessite effectivement de venir penser l'intégration de l'éclairage également en fonction des réseaux d'information, en plus des réseaux de la puissance. Et puis, vous l'aurez compris, le développement des usages et des services est quelque chose d'absolument fondamental. Voilà, j'en ai terminé. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions par rapport à cette petite présentation rapide que je viens de vous exposer sur le smart lighting. Merci beaucoup Cédric. C'est vrai que le, le format est court, mais voilà, je pense que vous avez été très complet et nous avons quand même certaines questions à vous poser. Euh, alors, je précise que ces questions viennent en majorité de collectivités locales, ce qui va peut-être orienter vos réponses différemment. La première question concerne le choix entre les différents protocoles et quelqu'un nous demande quel est le protocole le plus ouvert aujourd'hui et selon vous, quel est le standard de demain? Ouais. Alors, le protocole le plus ouvert, en fait, à partir du moment où un protocole il est normalisé, alors il y a différents processus de normalisation, mais je vais prendre par exemple le cas du Bluetooth ou du Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est des protocoles qui sont normalisés par l'I3E, qui est un organisme certificateur américain, mais qui certifie un protocole pour la Terre entière. Je veux dire, aujourd'hui, là, je suis connecté au Wi-Fi avec mon ordinateur. Demain, je vais à Hong Kong, j'ouvre mon ordinateur, je suis connecté, parce que le réseau Wi-Fi, c'est le même. Donc aujourd'hui, à partir du moment où un protocole il est normé, c'est forcément, il est ouvert. Après, ce qui pose la question du choix du protocole, encore une fois, ce que je disais, ça va être plus l'usage. Et puis également, j'ai pas eu le temps d'en parler parce que vous le disiez, le format est court, ça va être la fiabilité de l'information échangée. Donc c'est vrai que par exemple, nous dans l'éclairage, par exemple, on a des protocoles comme le protocole DALI. Le protocole DALI, on sait que c'est un protocole sur lequel on a du retour. C'est un protocole extrêmement fiable. L'information, elle circule. On a une très grande fiabilité des informations. Et également l'aspect de la sécurisation des données. Donc aujourd'hui, voilà, à partir du moment, il n'y a pas un protocole qui est plus ouvert que l'autre. À partir du moment où le protocole est normalisé, c'est qu'il est ouvert. Par contre, ce dont on doit se méfier, ce sont des protocoles propriétaires qui sont développés par exemple par certains fabricants, certaines marques, qui là, pour le coup, ne vont pas vous permettre, je vous ai exposé sur une slide le fait de venir intégrer un protocole DALI dans un environnement KNX. Si vous êtes sur un ça c'est rendu possible parce que les protocoles sont ouverts et qu'il y a des passerelles d'échange d'informations. Si vous êtes sur un protocole fermé, c'est des choses que vous ne pourrez pas réaliser. Et quel sera le protocole de demain? Il faut que vous imaginer qu'en termes de protocole de communication dans l'éclairage, on en a un nouveau tous les 6 mois. Alors là, aujourd'hui, je serais bien en peine de vous dire lequel va s'imposer demain. Je ne pense pas qu'il y en a un qui s'imposera, très clairement. Parce que chacun D'accord. a ses caractéristiques qui répondent à des besoins de portée, de taux de transfert de l'information, de fiabilité, etc., etc. Le Kazambi n'est pas mieux que le Zigbee, le Zigbee n'est pas pire que le LoRa est peut-être différent du DMX, etc., etc. Donc il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Par contre, là, voilà, la chose importante à retenir là-dessus, c'est qu'il faut que ce soit des protocoles normalisés, donc ouverts. Alors du coup, quelqu'un réagit pendant que vous répondiez. Oui. Quid du protocole de communication Mesh WirePass? J'espère que je le dis correctement. Voilà, alors voilà, donc le protocole Mesh WirePass. Alors celui-ci, je suis pas certain alors on a du Bluetooth Mesh qui pour le coup est un protocole normalisé et ouvert au niveau de l'I3E. Je n'ai pas là en tête je suis pas certain que le WirePass soit aujourd'hui normalisé par l'I3E. Alors après, il est peut-être par un autre organisme. C'est une bonne question. C'est une bonne D'accord. question. Mais il me semble, je suis pas certain qu'il soit 100% ouvert celui-ci. Ok, merci beaucoup. Une autre question, toujours en provenance d'une collectivité locale, avec tout le questionnement sur la quantité de données à traiter, de la 5G, etc. Vous parliez tout à l'heure de sens. Comment intégrer la résilience dans cette problématique? Alors la résilience des réseaux, la résilience des protocoles, des données, c'est le.
je ne sais pas s'il y a une précision par Il n'y a rapport à pas ça. non, non. Ou peut-être Alors, l'impact de l'effet rebond. ouais, alors là, au niveau du l'impact de l'effet rebond sur, alors il faudrait que la question soit désolé c'est un petit peu plus précisé. D'accord. Après, c'est vrai qu'au niveau au niveau de la quantité de l'information, c'est vrai qu'on va se retrouver avec des paquets de données d'information de plus en plus importants. L'éclairage est là pour véhiculer et dans les collectivités pour collecter des informations. C'est vrai que c'est un vecteur qui va permettre de collecter des informations. Aujourd'hui, il y a des Mhm. expérimentations qui sont faites sur des capteurs positionnés sur des candélabres d'éclairage public, par exemple pour mesurer le flux des passants, pour indiquer quelle place de parking est libre, quelle place de parking est occupée sur l'espace public. Il y a des applications qui sont développées par rapport à ça. Après, oui, après il y a forcément l'intelligence artificielle, les algorithmes qui vont venir traiter, gérer, sécuriser le flux d'informations. D'accord. La personne qui a posé la question précise que c'est la résilience par rapport au manque de ressources dans les années à venir, en fait. C'était le Ah, sens de sa question. alors ouais, alors ok, donc, alors, d'accord. Alors ça par exemple, c'est une question extrêmement intéressante. C'est une question extrêmement intéressante parce que quand on parle de manque de ressources, par exemple, au niveau des ondes radio, très clairement, pour faire court, le Wi-Fi, le Bluetooth, tous les protocoles sans fil, aujourd'hui, sont répartis sur une partie des ondes radio du spectre électromagnétique. Il faut considérer cette partie des ondes radio comme un gros gâteau. Et dès qu'on a un opérateur, dès qu'on a un nouveau protocole, il y a une part du gâteau qui part. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'objets qui sont connectés sans fil et on a de moins en moins de place sur le spectre des ondes radio. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, par exemple, le Wi-Fi apporte une réponse dans le sens où lui, il permet de connecter des IoT, il permet d'échanger de la donnée, non pas sur une portion limitée du spectre électromagnétique, mais bien sur le spectre visible. Mais après, la gestion des ressources, oui, ça c'est, oui, je ne sais pas si forcément, oui, dans le développement des technologies et dans la manière qu'on va avoir de penser tout ça, il va falloir rationaliser certaines choses, c'est certain. Mais je pense que dans l'éclairage, je pense qu'on n'est pas les pires. Mhm. Merci beaucoup, en tout cas. J'ai une autre question sur les usages possibles en bâtiment qui abritent des bureaux. Ouais. Eh ben alors, par exemple, des usages pardon, au niveau des bâtiments, on va voir, il y a des bureaux qui sont intégrés dans ce bâtiment-là. On peut imaginer des bureaux avec un faible apport d'éclairage naturel. Donc, l'intérêt de développer des solutions à éclairage circadien pour le bien-être des salariés. Encore une fois, il y a des études qui montrent que la concentration est meilleure, que le niveau du stress est plus bas, que la performance au travail est augmentée. Au niveau du LiFi, par exemple, le LiFi. Il y a certaines banques aujourd'hui qui ont équipé des plateaux de bureau avec des éclairages LiFi. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas sous le cône de lumière, vous ne disposez pas des derniers mètres de connexion. Donc, par exemple, si on a des bureaux avec des postes à information sensible, eh ben, le LiFi permet d'avoir une sécurisation des données qui sont localement limitées au niveau du poste et du point lumineux. Après, on a tout ce qui est évidemment gestion des flux de personnes avec les fonctions corridors, les flux maintenus, etc. Mais oui, des usages aujourd'hui dans les bâtiments, ça va être le circadien, ça va être la sécurisation des données, la limitation des ondes radio avec peut-être le déploiement de solutions LiFi. Aujourd'hui, encore une fois, la question de l'usage, elle est véritablement à construire. Et donc, bon, il y a quand même quelques retours d'expérience puisque vous venez Oui. de nous en citer quelques-uns, mais il y a des retours d'expérience formalisés et sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, oui, il y a des articles, il y a des communications par rapport à ces réalisations. Puis il y a encore des choses auxquelles j'ai pas pu aborder sur ce webinaire-là, pardon. Mais c'est tout ce qui est également dans le smart lighting, l'intégration de la nouvelle technologie de LED UVC. LED UVC, ce sont des LED qui permettent de détruire les bactéries sur les surfaces et notamment la bactérie de la Covid. Par exemple, on est en train de développer des luminaires qui assurent un éclairage général en présence d'élèves. En l'occurrence, il y a eu le cas dans un lycée à Clermont-Ferrand. Et quand les élèves ne sont pas là,
c'est l'éclairage LED UVC qui prend le relais et qui détruit complètement la bactérie de la Covid sur les surfaces. Ça a été installé donc en région Auvergne. On a des retours là-dessus. Pareil sur le Li-Fi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans des bureaux, pareil, aujourd'hui, on a des clients qui nous disent, mais nous, ça nous intéresse de proposer à nos clients, donc des fabricants en l'occurrence, nous, ça nous intéresse de proposer à des clients des luminaires qui éclairent la journée, je schématise, hein, et qui désinfectent la nuit. Voilà, par exemple. Et là-dessus, oui, on a des retours d'expérience. On a des chantiers, des communications qui nous disent, oui, la technologie, elle est là, oui, elle marche, oui, elle existe. Et alors aujourd'hui, c'est des reculs à 2, 3 ans maxi. Mais en tout Ouais. cas, le recul que l'on a par rapport à ça aujourd'hui, ils sont dans une très grande majorité plutôt positifs. Ouais, parce que le Li-Fi impose finalement de laisser le luminaire allumé en permanence. Donc effectivement, Alors oui, on peut trouver des effectivement, doubles fonctions. voilà, mais alors après, on n'a pas nécessité d'allumer le luminaire à 100% du flux. Donc il y a vraiment voilà, il y a tout un environnement derrière. On n'est pas obligé d'avoir, si on veut passer par exemple un plateau de bureau en Li-Fi, on n'est pas obligé d'avoir tous les luminaires qui sont Li-Fi. Il va certains y avoir ce qu'on appelle des hotspots, donc des points chauds qui vont venir gérer la communication en plus de l'éclairage. Donc c'est vraiment voilà. Après il y a tout un contexte d'intégration qui fait que oui, on a besoin d'avoir la lumière, mais on n'est pas obligé de l'allumer à 100% du dessus. Puis aujourd'hui, on est en train également de développer de la technologie Li-Fi sur la base de la LED infrarouge, donc sans émission de flux lumineux, mais par contre, on considère que c'est toujours du Li-Fi parce que dans la longueur d'onde du spectre, ça fait encore plus ou moins partie du spectre visible. D'accord. Et alors j'ai une dernière question avant de clore ce webinaire, un petit peu technique sans doute, mais vous avez certainement les moyens d'y répondre. Le Li-Fi est-il monodirectionnel ou permet-il également d'émettre vers le capteur Li-Fi? Alors, on a deux types de Li-Fi. On a du Li-Fi, effectivement, ce qu'on appelle du Li-Fi tag, du Li-Fi monodirectionnel, qui ne nécessite pas, pour le coup, d'avoir une connexion du luminaire à Internet. En fait, quel va être l'usage de ça? Il y a des expérimentations qui sont faites dans des musées. En fait, vous avez au niveau du luminaire une carte Li-Fi qui va faire allumer et éteindre la LED, faire un signal morse au niveau de la LED. Et quand vous allez passer en dessous avec votre smartphone, vous allez recevoir un contenu géocontextualisé. Par exemple, on imagine, je suis au musée, je suis devant la Joconde, je suis sous l'éclairage de la Joconde, alors pas l'éclairage du tableau évidemment, je suis sous l'éclairage de la Joconde, et puis là, j'ai mon smartphone, et puis j'ai un signal Wi-Fi monodirectionnel qui va lancer une petite vidéo ou un contenu explicatif sur mon smartphone parce qu'il sait que je suis en face de la Joconde. Ça, c'est ce qu'on appelle le Wi-Fi monodirectionnel. Après, on a évidemment le Wi-Fi bidirectionnel qui nécessite d'avoir une connexion à Internet du luminaire, qui nécessite encore des dispositifs en termes de réception de signal sur les terminaux, mais je vais pouvoir recevoir et envoyer des mails, je vais pouvoir regarder des vidéos. Lors du dernier salon du Bourget, alors ça a été un petit peu éclipsé avec la pandémie, mais il y a quand même l'avionneur Latécoère qui avait présenté le premier avion qui proposait la technologie Wi-Fi à bord. Quelle était la finalité de ça? C'est aujourd'hui, les liseuses qui vous éclairent dans l'avion, ben demain, ces liseuses-là, en plus de vous éclairer, va vous permettre de vous connecter et de surfer sur Internet. Aujourd'hui, le cockpit, il est connecté à Internet. Évidemment, il y a certains avions qui proposent Internet par Wi-Fi. Le problème, c'est que Wi-Fi, c'est une onde radio. On n'est pas fan de ça dans l'avionique parce que si ça dérègle les instruments de pilotage, c'est pas forcément recommandé. Le Wi-Fi, ça n'émet pas d'onde radio et du coup, on peut transmettre de la data en toute sécurité au niveau des passagers en s'appuyant sur le réseau d'éclairage. Mais pour répondre à la question du participant, oui, il y a deux types de Li-Fi, du monodirectionnel et du bidirectionnel. Très bien. Bah, écoutez Cédric, je vous remercie encore pour cette intervention. Je remercie tous les participants qui étaient présents. Vous aurez prochainement un lien vers le replay pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. Et puis, encore une fois, je rappelle que vous animez cette formation aux côtés du moniteur sur une journée qui est passionnante et qui vous permettra d'en apprendre beaucoup plus que sur ces 3 quarts d'heure passés ensemble. Merci encore, Merci. Cédric. Bon appétit Merci. à tous et à très bientôt. Merci, au Bonne revoir. journée, au revoir.